la première fois dans l'histoire du monde qu'un chef d'État élu, démocratiquement élu d'un pays souverain, est kidnappé par les forces spéciales d'un autre État souverain. Le président Aristide m'a dit qu'il avait été forcé de quitter sa maison, qu'il avait été en quelque sorte kidnappé. Ils lui ont dit que s'il ne partait pas, il serait tué et que beaucoup d'autres Haïtiens mourraient. C'est dans sa petite et riche paroisse de Jacmel que nous avons retrouvé le père Guire Poulard. Il reste un observateur averti de la rapide montée du jeune Titide, comme certains de ses fidèles aimaient l'appeler. Après plus de 20 ans de dictature et du valériste, la population haïtienne aspirait à autre chose. Moi, je sentais en lui un homme qui était animé pas seulement de bonne volonté, mais qui était pris, on dirait, par les problèmes de son peuple. Il trouve la plupart de son inspiration en écoutant les paroissiens très pauvres, les gens vivant dans des bidonvilles, les enfants domestiques, les mères de famille sans emploi stable. C'est au cœur même de son sacerdoce. Qu'il commence à ne pas avoir pitié de nous, mais à reconnaître le droit que nous avons, droit de récupérer un peu de ce qu'ils ont volé. À cause de ces réprimandes aux grandes puissances, le petit père des pauvres attire les regards de la communauté internationale. John Chatook, ancien assistant du secrétaire d'État pour les droits de l'homme dans l'administration Clinton, a été parmi les premiers à comprendre le succès d'Aristide. Aristide représentait un mouvement de réforme populaire et je pense qu'il essayait sincèrement pour la première fois de l'histoire, ou du moins de l'histoire contemporaine, d'être la voix de ceux qui n'avaient pas le droit à la parole, d'être la voix d'un peuple qui malheureusement n'avait aucune forme de soutien, constamment victime d'une élite corrompue et d'un régime militaire. Refusant de se laisser intimider par plusieurs tentatives d'assassinat et l'incendie de sa paroisse, le père Aristide décide de se porter candidat au présidentiel. Le prêtre défroqué s'invite en candidat surprise à une élection qui s'annonce confuse. Il baptise son mouvement Lavalas, l'avalanche du peuple en créole. Dans même tête monde ça yo, ouais grand pile gros bourgeois, en pile Depuis sa paroisse, Aristide dérange l'élite bourgeoise, mais en candidat président, il devient carrément dangereux. À New York, nous avons rencontré l'un des plus proches et fidèles amis d'Aristide, l'acteur américain Danny Glover. To raise the minimum wage just slightly, which was Le président Aristide essayait d'augmenter légèrement le salaire minimum, d'apporter des services médicaux sur l'île qui disposent de services inadéquats, alors que c'est l'un des pays de la région les plus touchés par le HIV et le sida. C'est la moindre des choses à faire pour les gens si vous les considérez comme des êtres humains. À l'époque, les États-Unis avaient déjà investi des millions de dollars pour soutenir la campagne de Marc Bazin, un ancien de la Banque mondiale plus conforme aux intérêts américains. Mais cela ne suffira pas à empêcher le triomphe de Jean-Bertrand Aristide. Le 16 décembre 1990, il devient le premier président démocratiquement élu avec 67% des voix. Pour le peuple, l'espoir est devenu réalité. Et les riches commencent à trembler. Les États-Unis ont choisi leur candidat, Marc Bazin, pour se présenter au présidentiel. Voilà qu'apparaît un petit gars maigrichon qui parle des droits des ouvriers et de l'éducation du peuple haïtien. Et parce qu'il était capable de rallier la population à lui, Aristide a remporté les élections après seulement 3 mois de campagne, malgré un grand nombre de candidats. Ceux qui faisaient le travail de sape étaient des supporters de longue date de l'ancien régime haïtien, particulièrement de l'ancien régime militaire, mais aussi de certains membres de l'élite.
Ils avaient également du soutien auprès du Congrès américain. Aristide représentait une menace pour eux parce qu'il était la voix des 85% des gens du pays que personne n'avait jamais écouté. Si une telle chose pouvait se passer en Haïti, elle pourrait également se passer en Colombie, elle s'est passée au Venezuela et elle pourrait se passer au Pérou et ainsi de suite. Et les États-Unis ne veulent pas de ce genre de démocratie populaire qui vont aller à l'encontre des intérêts économiques américains. En 1990, lorsque je suis devenu président, Haïti a connu ses premières élections démocratiques, libres et justes. 7 mois plus tard, un coup d'État s'est produit. En ce temps-là, Bush père était le président des États-Unis. Le coup d'État de 91 a été mené par l'armée haïtienne, dont certains cadres étaient formés par la CIA et à l'école d'infanterie de Fort Benning aux États-Unis. En 1994, le président Clinton remet Aristide à son poste. Un Aristide profondément changé selon certains de ses proches et auquel il ne restait plus qu'1 an avant la fin de son mandat légitime. Comme la Constitution lui interdit de briguer un 2e mandat consécutif, c'est un de ses proches, René Préval, qui remporte les élections suivantes. Haïti vit enfin une transition pacifique. Mais en l'an 2000, Aristide revient en force et remporte les élections haut la main dans un contexte confus. En 2004, il va être renversé pour la 2e fois. En 2004, un kidnapping a eu lieu. Ils m'ont enlevé. Cela s'appelle également un coup d'État. Et Bush, fils, est le président. Certains éléments peuvent être associés d'une certaine manière afin de comprendre pourquoi cela s'est passé 2 fois. Je pense qu'ils ont voulu continuer ce qu'ils avaient commencé en 91 avec le premier coup d'État. Hold on for a second, please. President Aristide resigned. He has left his country. The Constitution of Haiti is working. Une fois de plus, le monde regarde Haïti sombrer dans la violence et le chaos. Mais cette fois, les circonstances entourant le départ du président Aristide demeurent controversées. Being strafed by automatic gunfire, former military riding around in pickup trucks who apparently are not considered that the United States has put in place in Haiti tonight. Dans quelles conditions le président Aristide a-t-il quitté Haïti le matin du 29 février? On sait qu'il est parti dans un avion militaire américain et qu'il ne connaissait pas sa destination finale. Après plus de 20 heures de vol, l'avion a atterri en République centrafricaine, un pays avec lequel les États-Unis n'entretiennent aucun lien diplomatique. Un des conseillers d'Aristide raconte sa version des faits. Lorsqu'il a refusé de leur remettre sa lettre de démission, ils ont menacé de le faire descendre de l'avion et de l'abandonner seul à l'aéroport, sans aucune force de sécurité. C'était comme presser un revolver sur la tempe de quelqu'un. Ils ont utilisé l'intimidation, la coercition. Une fois qu'ils l'ont enlevé dans cet avion, ils ont refusé de lui dire où ils allaient. Ils refusaient même de le laisser regarder par les hublots. Les diplomates américains ont immédiatement nié la thèse de l'enlèvement. L'idée que quelqu'un ait été enlevé ne correspond absolument pas à tout ce que j'ai pu entendre ou voir, ou tout ce dont j'ai eu connaissance. Il n'a pas été enlevé. Nous ne l'avons pas physiquement forcé à monter dans l'avion. Il y est allé de lui-même, c'est la vérité. Les États-Unis ont présenté une lettre de démission rédigée en créole par Jean-Bertrand Aristide. Toutefois, devant le scepticisme de certains députés, des auditions sont organisées à Washington en mars 2004. Le but est d'enquêter sur la crise haïtienne, mais aussi sur le rôle joué par les États-Unis dans le mystérieux départ d'Aristide. Parmi les témoins, il y avait Timothy Carney, l'ancien ambassadeur américain en Haïti, et Orlando Marville, sénateur de la Barbade, qui a supervisé les élections haïtiennes pour l'Organisation des États américains.
Tous deux font aujourd'hui partie du Haiti Democracy Project, le plus puissant groupe de pression anti-Aristide à Washington. Permettez-moi de profiter de la présence des ambassadeurs qui se trouvent ici pour leur poser la question suivante. Lorsque l'expression coup d'État est utilisée en anglais, quelle est la signification américaine, la signification internationale de ce terme français, ambassadeur Carney? Je poserai également la question à l'ambassadeur Marville, mais puisque vous êtes tous deux des diplomates professionnels, que signifie cette expression? Un coup